Bonjour chers étudiants. Donc dans le cadre du prolongement d'une précédente intervention qui avait porté sur le roman réaliste et naturaliste, donc dans le cadre toujours des études françaises semestre 3, j'avais évoqué deux grands écrivains qui sont emblématiques de ces mouvements, bien sûr. Balzac qui est considéré comme, malgré lui ou malgré certains critiques littéraires, comme le maître du roman réaliste, et puis Émile Zola, naturellement, qui est le concepteur, le porteur de ce grand projet autour duquel il avait ses suiveurs, on va dire, et les fameuses soirées de Médan. Donc j'avais proposé deux œuvres qui sont, on va dire, représentatives de l'un et de l'autre. Je ne vais pas pour le premier choisir les textes les plus connus, comme le Père Goriot, Eugénie Grandet, les Chouans, les textes classiquement très connus. J'ai choisi un petit texte qui porte comme titre « La vieille fille ». Et naturellement, ce petit texte est classé dans les études de mœurs et spécialement les scènes de la vie de province. Et nous savons très bien quel est l'intérêt que porte Balzac à cette dualité entre la province et Paris. Et ce qui nous intéresse dans ce roman, c'est justement les enjeux que Balzac a toujours eu apprécié, on va dire, de mettre en scène dans ses romans, à travers la notion de l'intérêt, et je parle ici de l'intérêt financier, et cette dualité à chaque fois entre deux univers, comme je l'avais déjà mentionné dans la précédente vidéo, le monde des libéraux, donc du capital, de l'émergence de la classe bourgeoise, et le monde des nobles, et spécialement les nobles ruinés. Donc la vieille fille, c'est la représentation de tous ces enjeux, de ces conflits, de ce partage, de cette ligne de partage entre deux âges, un âge déclinant et un âge émergent et triomphant. Et au milieu, on a la vieille fille. Donc, la vieille fille Rose Cormand, la quarantaine, l'histoire commence en 1816, et là, elle est arrivée à cet âge et prétend toujours avoir très bientôt son mari qui serait digne d'elle et de sa famille, donc il a rejeté plusieurs prétendants, sauf que le temps passant, il se retrouve à cet âge donc comme une vieille fille, et l'écrivain va préparer ce terrain pour faire entrer en scène ce qui l'intéresse réellement. C'est le chevalier de Valois qui représente cette noblesse ruinée. Et de l'autre côté, l'autre corps, c'est le corps des libéraux et des bourgeois, le révolutionnaire du Bosquier. Et on va assister à ce conflit sourd au départ, mais qui va se révéler au grand jour après, et au milieu, donc la vieille fille. Donc on a deux prédateurs qui vont essayer de se disputer cette fille qui, comme je le disais, était fortunée, avait appartenu et appartient à une famille bourgeoise ancrée en province. Et naturellement, le chevalier de Valois cherche, comme on dit, à redorer son blason. Et il pense que le meilleur parti de province est d'Alençon, parce que l'histoire se passe à Alençon, ce serait justement cette fille. Et puis on a le chevalier du Bosquier qui a quitté Paris, qui, on va dire, est obligé de regagner la province parce que la révolution l'avait ruiné. Et lui aussi, il cherche un bon parti. Donc il va essayer de gagner, non pas le cœur de la vieille fille de Rose Cormand, mais sa fortune. Et l'écrivain va mettre en scène ce traditionnel conflit. Donc on va assister à la confrontation habituelle, on va assister à la mise en place de salons
le salon des aristocrates et puis le salon des libéraux. Et à la fin, de toute façon, après toutes ces querelles, tous ces conflits, celui qui va triompher, c'est dans la conception même balzacienne, même si c'est à contre-cœur, c'est naturellement le chevalier, plutôt du Bosquier, ça veut dire celui qui représente le camp des libéraux. Donc le triomphe de l'argent, du capital, de l'ambition, on va dire de cette soif du gain, de cette soif de l'argent, cette soif de l'or, comme on le voit dans un autre texte, toujours de Balzac, Eugénie Grandet. Et puis, de l'autre côté, j'ai choisi un texte emblématique on va dire, de tout le mouvement naturaliste à la Zola, c'est l'Assommoir. Et de l'aveu même de l'écrivain, c'est le premier roman sur le peuple, un roman sincère, et comme le dit Zola, qui a l'odeur du peuple. C'est pourquoi d'ailleurs la critique littéraire à l'époque parlait de littérature putride, ça veut dire qu'ils sont mauvais. Cette puanteur que dégage la description réelle sans concession aucune du peuple a été rejetée. Et pour la petite histoire, quand le roman était sorti, c'était sous forme de feuilleton en 1976, il va sortir en volume en 1977, et dans le bien public où le roman commençait à sortir, les gens étaient extraordinairement scandalisés par cette peinture sombre de la misère, cette misère à couper au couteau du peuple, de la classe laborieuse, la classe ouvrière, besogneuse. Et à un moment donné, les gens ont commencé à se désabonner du journal tellement ils étaient scandalisés. Et pour essayer un peu de parer à ces désabonnements qui sont catastrophiques naturellement pour le porteur du journal, on a même charcuté le texte, on a enlevé des morceaux qui pouvaient choquer. Il n'empêche, les désabonnements ont continué et à un moment donné, le journal Le Bien Public avait arrêté la publication et le texte va être repris plus tard par la République des Lettres, qui avait continué à publier, juste pour vous dire à quel point cette description réelle, cette description sombre de la classe ouvrière avait été un choc pour les gens. Il n'empêche que grâce à ce roman, c'est la première fois où Zola commence réellement à gagner beaucoup d'argent. Malgré ce côté scandaleux, le roman a eu un très grand succès. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, un personnage qu'on va retrouver dans l'Assommoir qui est Nana, va sortir sous forme de roman. Donc, Nana va apporter à Zola sur le plan financier 2 fois plus que ce qu'avait rapporté l'Assommoir, sachant que Nana, c'est également une thématique qui est en rapport avec la débauche, la courtisanerie, donc des thématiques qui scandalisent mais qui sont par la même occasion vendeuses. Et donc pour faire un peu le topo de ce roman dont je vous avais donné l'esprit, c'est l'histoire de Gervaise, on la voit au début du roman, accrochée à la fenêtre d'une chambre misérable d'un hôtel qui s'appelle ironiquement le Banqueur. Il attendait Lantier, son compagnon, parce que quand il est venu à Paris, il est venu en compagnie de Lantier avec 2 enfants dans les bras. Lantier avait hérité de sa maman, donc ils ont abandonné Plassans où il vivait, donc il est venu à Paris, sauf qu'il a dilapidé sa fortune. Et donc Gervaise, la pauvre, attendait à la fenêtre, et pour la première fois, comme on le dit dans cet incipit du roman, Lantier va découcher. Donc c'est le début des calvaires qu'on va vivre Gervaise. Il va se retrouver seul puisque Lantier va la quitter. Il va prendre d'ailleurs tous les objets de valeur qu'il y avait dans sa chambre et il ne reste que les petits coupons, les petits billets de mont-de-piété, là où il avait justement laissé tous les objets de valeur qu'il y avait dans son appartement. Donc cette pauvre Gervaise va se retrouver avec 2 enfants, seule, dans une ville monstrueuse. C'est comme ça qu'on la décrivait d'ailleurs. Et l'écrivain va faire une belle description de ce quartier où on sentait le crime, on sentait l'alcool, on sentait la violence, on sentait surtout cette misère noire. Et il va rencontrer
quelqu'un, c'est Coupeau. Donc Coupeau qui est un ouvrier, un zingueur qui montait, qui avait son travail sur les toits. Bon, ils vont vivre une petite idylle au début, ça se passait bien, sauf que, comme dans tous les textes où le malheur devrait plutôt l'emporter sur le bonheur, il y aura la chute de Coupeau qui va tomber d'un toit où il a installé justement du zinc, donc il va tomber malade pendant des semaines et des semaines. Il se trouve que pendant cette période, de mauvaises habitudes vont s'installer, la fainéantise va s'installer, les mauvaises habitudes donc de la fréquentation des lieux, les assommoirs, comme on les appelait à l'époque, ce sont ces débits de mauvais alcool. D'ailleurs, le titre assommoir est assez révélateur, c'est ce poison, ce mauvais alcool qui assomme les esprits et qui va empoisonner par la même occasion le sang de tous ceux qui y goûtent. Donc Gervaise, après cette chute, ça va être le début de la chute aussi pour elle. Elle qui était suffisamment courageuse, qui avait monté une affaire personnelle, qui se battait contre la mauvaise destinée. Et je rappelle ici que Gervaise claudiquait, ça veut dire qu'il avait une déformation dans sa cuisse droite, qui est amaigrie aussi. C'est, on va dire, le signe du destin, la tare originelle, qui est en rapport avec une enfance très difficile, avec des parents alcooliques, avec la violence au foyer. Donc tout ça, il avait baigné dans un milieu défavorable, et donc il est dans un milieu tout aussi propice à la manifestation de toutes ces choses qui ne permettent pas de s'élever, mais plutôt de s'abaisser de plus en plus. Donc cet épisode de Coupeau va être difficilement vécu. À un moment donné, Lantier va revenir, et c'est Coupeau qui va le faire entrer. C'est comme si on faisait entrer le loup dans la bergerie. Donc on va se retrouver avec une situation assez classique que j'avais déjà évoquée dans la précédente vidéo. C'est le ménage à trois. Lantier, qui était l'amant, le père des deux enfants, va s'installer au milieu même du foyer des Lantier. Il va prendre une chambre. À un moment donné, il ne sera même plus en mesure de payer sa chambre. Donc il va être quelque part entretenu par Gervaise, sauf que finalement tout ça n'augure de rien de bon. À la fin, Gervaise, et ce qui nous intéresse, va se retrouver seule. Un mari alcoolique, violent, les enfants qui ont quitté le foyer, Anna, qui s'appelle du coup Nana, va partir aussi, elle va en fait suivre la destinée qui est la sienne, qui est tracée, toute faite, puisque que peut-elle faire dans un foyer où il n'y avait que de la violence, où on manquait de pain? Donc elle va partir pour Paris, donc il va devenir courtisane, donc il va se laisser aller à la débauche et à la prostitution. Donc Gervaise, finalement, vous allez la rencontrer dans ce chapitre 12, qui est emblématique de cette description extraordinairement sombre de cet univers qui est plongé dans la misère, dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans l'écrasement de l'être. Finalement, la pauvre, elle ne peut pas échapper à son destin. Elle logée au 6e, on va la retrouver à la place du père Bru. Ça veut dire qu'il va être chassé de son logement parce qu'il ne pouvait plus payer le loyer. Il va se retrouver sous les escaliers dans une niche, comme on le disait dans le texte. Il a essayé la prostitution, il a essayé la mendicité, tout ça ne va pas la sortir de cet abîme dans lequel il est en train de tomber. Donc à la fin du texte, on va le découvrir morte dans sa niche. Et là, naturellement, on voit bien le manque de solidarité dans ces milieux aussi, qui sont plutôt happés par cette misère noire. Et c'est un texte noir, mais comme le disait Zola lui-même, c'est un roman sur le peuple, donc sur un milieu particulier, des circonstances particulières, et il met bien en scène
sa macabre démonstration de ce qu'il appelle le roman expérimental, un personnage qui est soumis à des circonstances, dans des conditions particulières. On va le suivre dans un parcours dans lequel il va aller de pire en pire et à la fin, il va être tout simplement mort dans des conditions atroces. Je vous remercie et à une prochaine intervention dans laquelle je vais plutôt vous parler du commentaire. Ça veut dire comment, à partir d'un de ces textes, prendre un texte et essayer de l'analyser en fonction des enjeux qui ont été largement développés dans toutes ces interventions. Merci à vous.